Alors pour me présenter un petit peu, je suis avocat spécialiste en droit public. J'accompagne énormément les collectivités territoriales et certaines associations telles que Rivage de France sur toutes les questions. Alors on fait de la conseil, formation et de l'assistance et de la représentation en justice. On est sur tous les pans du droit et toutes les questions qui peuvent se poser. Aujourd'hui, la question qui m'a été posée, elle est assez précise, hein. C'est comment gérer le risque juridique, la responsabilité de manière générale, hein, dans le cadre d'une gestion effective des plages par les pouvoirs publics. Alors, mon discours va être purement juridique. Je ne vais pas m'attacher à savoir si il faut enlever ou pas telle et telle chose, hein. C'est vraiment une question de gestion du risque, de responsabilité et de comment on fait pour la limiter, l'édulcorer, voire même la supprimer totalement si on peut, et si on peut, on essaye de le faire. Maintenant, je ne rentrerai pas dans le débat de savoir si c'est un morceau de bois, il faut le laisser parce qu'il y a des questions environnementales qui nécessitent de le laisser ou pas. C'est pas du tout mon discours, je n'ai pas la prétention de le savoir et je me concentre uniquement sur ça. Donc tout ce que je vais vous dire, c'est uniquement le discours d'un juriste sur une responsabilité, un risque qui est géré de telle ou telle manière. Alors, pour cela, hein, d'abord, là, j'ai pris un exemple qui me semblait assez pertinent de l'embouchure de l'Argence qui est en Méditerranée, où on voit effectivement, on va déterminer des zones un petit peu différemment en fonction des modes de nettoyage et des différentes influences. Euh, la première question pour moi, c'est de savoir déjà sur quel endroit on va se situer, parce qu'on ne va pas gérer forcément les risques de la même manière. Avant toute chose, il faut savoir que vous vous intégrez dans des dispositions de l'article L321 du Code de l'environnement. Alors je suis désolé, je ne vais pas citer beaucoup d'articles, mais je suis bien obligé à un moment donné de faire un petit peu de droit quand même avec des articles de droit et de la jurisprudence, où en fait on vous demande, vous collectivités, gestionnaires, associations, gestionnaires de manière générale, de participer à une politique d'aménagement, de protection et de mise en valeur. Ça participe à la protection des équilibres biologiques, la préservation des sites et des paysages, la gestion des activités nautiques et balnéaires, l'artisanat et du tourisme. Mais maintenant, on ne vous dit pas ce que vous avez l'obligation de faire quand on vous donne ces dispositions du Code de l'environnement. Moi, je vais aller un petit peu plus loin pour vous dire ce que vous devez faire, d'un point de vue juridique, hein, encore une fois, pas d'un point de vue technique, opérationnel ou environnemental, mais d'un point de vue juridique, je vais vous dire ce que vous avez l'obligation de faire, pour moi en tout cas, et ce sur quoi vous pouvez vous passer. Pour être sûr et certain que tout le monde comprenne bien, parce que je sais qu'il n'y a pas forcément que des juristes dans la salle, on va faire les choses en 3 étapes. La première, je vais vous rappeler les grands principes de la responsabilité. Alors, mon objectif, c'est pas de vous faire un cours de droit aujourd'hui, j'en ai pas le temps. La responsabilité en droit administratif, c'est au programme de 2e année, c'est un semestre. Donc là, j'ai une trentaine de minutes, 40 minutes, donc je vais pas avoir la prétention de... Mais je vais vous expliquer en quelques minutes la grande logique dans laquelle vous devez vous insérer, ce qui vous permettra d'appréhender différemment les choses. Ensuite, on va voir quelles sont les obligations, en tout cas ce que je considère moi être les obligations des gestionnaires du domaine public maritime. Alors j'ai mis domaine public maritime, parce que j'aurais pu mettre plage, mais juridiquement, on est sur le domaine public maritime. Et ensuite, on va essayer d'aller dans le risque juridique des modalités, un mot un peu barbare, de ramassage sur la plage. C'est-à-dire, en fonction des types et des typologies que vous allez envisager de manière opérationnelle, le risque ne va pas être le même et la responsabilité ne va pas forcément être la même. Donc, on essaiera d'aller dans ces éléments-là si ça vous convient, et après, vous aurez effectivement la possibilité de poser quelques questions si vous le souhaitez. Alors, en premier lieu, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que tout le monde suit bien? Oui? Alors, je ne vous entends pas du tout, par contre. C'est bon? Bon, ok, on continue. Alors, du coup, sur le schéma que vous avez ici, ce schéma-là, il est relativement simple et il explique la responsabilité en droit administratif, mais en droit civil également, pas en droit pénal, hein, on n'est pas tout à fait sur la même chose, mais là, en matière administrative, il est là. Vous avez donc un auteur qui va commettre une faute. Cette faute peut entraîner un préjudice, à condition qu'il y ait bien sûr le lien de causalité entre les deux, et ce préjudice va être attribué à une victime. L'auteur, en matière de droit administratif, tout d'abord, la question de l'auteur se pose bien souvent. Lorsque je suis sur la route et que je suis au volant de mon véhicule et que je vais percuter le véhicule de devant,
l'auteur, il est assez simple à trouver. En matière administrative, il est un peu plus complexe. Pourquoi? Parce que vous êtes sur le DPM, domaine public maritime, sauf que le DPM n'est pas forcément géré par l'État en l'occurrence, il peut être géré par une collectivité dans le cadre des pouvoirs qui sont conférés aux communes. Donc à partir de ce moment-là, l'auteur de la faute potentielle, il peut être difficile à trouver, il peut être des fois partagé dans certains cas, et ça devient assez complexe dans certains cas à obtenir. Alors j'entendais parler tout à l'heure de mutualisation. La mutualisation, c'est l'archétype de savoir qui est l'auteur et qui est l'auteur de la faute, parce que quand je mutualise ou quand je vais regrouper les services, à un moment donné, qui est responsable de quoi, et ça devient extrêmement compliqué. Une fois que vous avez l'auteur, la question de la faute va se poser. Alors en droit administratif, il faut bien savoir qu'il y a 3 types de possibilités. La première, la faute lourde. La faute lourde, c'est celle d'une extrême gravité, celle qui va, entraîner la responsabilité de l'administration, et on ne pourra pas s'en dédouaner, s'en décharger. Elle concerne peu, à mon sens, les gestionnaires de plages ou du domaine public maritime. Pourquoi? Parce que c'est le cas de figure de l'intervention de police dans laquelle vous avez une personne qui va tirer au milieu de la foule et qui va blesser des tiers. Bon, on est sur une faute lourde, d'une particulière gravité, et là, ça vous concernera peu. En revanche, on va avoir la faute simple. Cette faute simple, c'est la faute de l'administration dans la mission qui lui a été confiée, et elle peut revêtir plusieurs degrés, plusieurs caractéristiques. La faute simple, elle s'entend quand elle est effective et objective, c'est-à-dire quand on a un fait positif et qu'on a une personne qui va aller commettre un acte, dans le cadre du service, qui va entraîner un préjudice. Mais en droit administratif, la faute et la responsabilité de l'administration est plus mise en avant dans le cadre d'une abstention, d'une omission ou d'une carence ou d'un retard dans la prise de décision que dans le fait positif. C'est-à-dire que le fait que l'administration ne soit pas intervenue va être caractéristique d'une faute et va pouvoir engager la responsabilité. Vous me voyez venir, j'ai un tronc d'arbre sur la plage, je ne l'enlève pas. Est-ce que cette omission va être caractéristique d'une faute qui va pouvoir engager la responsabilité de l'administration? Vous voyez, tout de suite, on voit que la notion de faute en droit administratif est assez complexe à appréhender. Et ensuite, on a une autre, je vais dire une autre faute, mais ce n'est pas une faute, c'est ce qu'on appelle la responsabilité sans faute. C'est-à-dire que l'administration va voir sa responsabilité engagée quand bien même elle n'aurait pas commis de faute, ou quand bien même, en fait, il n'y a pas à prouver la moindre faute ou l'absence ou l'omission. Le simple fait d'être dans cette situation va entraîner la responsabilité de l'administration et donc potentiellement l'indemnisation du préjudice subi par la personne de manière purement objective. Et ça, c'est une situation qui va se rencontrer dans pas mal de cas, dans le cadre d'un gestionnaire du domaine public maritime, gestionnaire du domaine public ou gestionnaire d'un ouvrage public. Et elle est assez, enfin, vous ne pouvez pas vous en décharger, c'est un peu compliqué pour une collectivité de venir s'en décharger. Les seules manières qu'on a d'écarter la notion de faute, quand on est sur une faute simple notamment, c'est ce qu'on appelle la théorie de la force majeure ou du cas fortuit. Alors, la force majeure, c'est le fait étranger à l'administration, imprévisible et irrésistible, qui va vous exonérer totalement. On pense souvent à une tempête qui viendrait à entraîner un préjudice à une personne. On va dire, ouais, mais alors là, on est sur l'événement type, la force majeure, qui est fait que en fait, je ne pouvais pas prévoir la dangerosité, la situation dans laquelle on va être. On va penser à Xynthia, on va penser à des tempêtes d'une particulière intensité. Je pense à Mayotte dernièrement, où vous avez un ouragan qui est passé, qui a eu une trajectoire qui n'était pas anticipable, qui n'était pas prévisible. Et donc, dans ce cas-là, on va l'être. Et puis, on va avoir aussi le cas fortuit, la situation, l'accident dont l'origine demeure inconnue, qui va être, par exemple, oh là, hop, pardon, qui va être, par exemple, une météorite qui va tomber à un endroit donné et qui va créer un préjudice. Voilà, c'est un cas fortuit, voilà, l'origine demeure inconnue, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, c'est comme ça que ça s'est passé. Ensuite, une fois qu'on a caractérisé l'auteur, qu'on a caractérisé la faute, on va caractériser le lien de causalité. Donc, c'est-à-dire l'élément, le cheminement dans la responsabilité entre la faute et le préjudice. Alors, vous allez me dire, c'est assez simple, on va dire, il y a une faute, forcément, le préjudice, il est en lien avec la faute. Mais c'est pas si simple que ça en réalité, parce que si je suis une administration, je vais avoir peut-être commis une faute. Admettons que j'ai omis d'enlever un tronc d'arbre sur une plage et qu'il y a un enfant qui tombe en jouant dessus. Ok, le lien de causalité entre le préjudice et la faute va être assez simple,
il est tombé en jouant sur le tronc d'arbre, il s'est fait mal, et puis ça nécessite une opération. Le lien de causalité est simple. L'opération est due au fait qu'il était sur le tronc d'arbre aurait pas dû être là, et donc la responsabilité de l'administration va être encourue. Et puis, pas de bol, il va contracter une infection nosocomiale. Ah, alors l'infection nosocomiale est-elle en lien direct avec la faute commise par l'administration ou pas? Et puis le préjudice, lui, il va être augmenté par l'infection nosocomiale. C'est-à-dire qu'il avait subi une première opération. Cette première opération, elle, le préjudice, il était X, un montant de X. Et puis l'infection nosocomiale, on va passer, on va doubler, on va tripler, on va quintupler le préjudice. Est-ce que le lien de causalité entre la faute commise par l'administration et le préjudice subi à la fin est bien réel? Et vous voyez donc que ce lien de causalité, on va pouvoir jouer énormément dessus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de lien de causalité direct entre le préjudice subi et la faute de l'administration. Ensuite, on va avoir donc ce préjudice. Alors ce préjudice, il doit être personnel, direct, certain, anormal, spécial, et doit porter sur une situation juridiquement protégée. Alors là, c'est souvent quand on est sur des associations de protection de l'environnement, par exemple, qui vont solliciter l'indemnisation d'un préjudice, protection de l'environnement ou autre d'ailleurs, qui vont solliciter l'indemnisation d'un préjudice, il faut que ce préjudice, il leur soit personnel et direct, et bien souvent, dans bien des cas, en fait, on va pouvoir exonérer l'indemnisation, puisque le préjudice, il n'est pas direct et personnel. Donc on va pouvoir l'écarter. Et enfin, on va avoir la victime. Alors la victime, elle doit être identifiable. On ne parle pas de victime potentielle, hein, on parle de victime effective. C'est tout le débat que vous avez en ce moment en droit de l'environnement sur doit-on donner la personnalité morale à des fleuves, à des rivières, à des montagnes, enfin, voilà, des êtres qui juridiquement n'en ont pas, parce qu'à partir du moment où on leur donne cette personnalité, ils vont pouvoir être victimes. Et s'ils vont pouvoir être victimes, on va pouvoir faire condamner des personnes qui viendraient porter des atteintes à leur intégrité, et donc avoir ce préjudice-là. Aujourd'hui, donc la victime, quand on est sur une responsabilité directe, c'est assez simple, puisque c'est la personne qui va revendiquer le préjudice. Deux choses, la victime peut avoir participé à son dommage. C'est ce qu'on appelle la théorie de la faute de la victime, lorsque la victime a rendu le dommage inévitable. Je prends l'exemple qu'on a eu assez longtemps à Rivage de France, où vous avez un blocos, le blocos qui va être, on va dire, sécurisé de manière assez peut-être un peu grossière, mais qui va être sécurisé, où on va avoir des éléments d'information en disant ne montez pas sur le blocos parce que celui-ci peut être potentiellement dangereux, ou en tout cas interdiction générale d'y monter. Vous avez un enfant qui monte dessus, qui tombe, qui se blesse. On va considérer qu'à partir du moment où l'administration avait sécurisé l'ensemble et avait mis des éléments d'information, le fait que la victime elle-même outrepasse les éléments d'information va participer à la réalisation de son dommage, et donc va être une condition exonératoire de la responsabilité de l'administration. Je prends l'exemple aussi souvent des falaises, alors peut-être pas par chez vous, mais un peu plus en Atlantique et en Manche. Vous avez des falaises voilà, qui grignotent assez rapidement. Vous avez des barrières de sécurité. Si une personne passe la barrière de sécurité, va au bord de la falaise et qu'elle tombe, dans ce cas-là, on va dire vous avez participé à la réalisation de votre dommage. La faute de la victime est tellement prégnante et tellement importante qu'en réalité, il n'y a pas de faute de l'administration. Et puis, on a aussi, sur la victime elle-même, la théorie de l'exception du risque accepté. Alors ça, c'est un petit peu plus compliqué à comprendre, mais ça peut être par exemple le cas du véliplanchiste, qui, parce qu'il a une activité qui par elle-même est risquée, accepte de supporter une part de risque dans l'exercice de son activité. Prends un véliplanchiste, le véliplanchiste, il arrive sur la plage, vous avez un tronc, enfin un bout de bois qui va le gêner, il ne l'a pas vu, il arrive sur la plage, il se blesse. Eh oui, mais on va dire: «Ouais, attendez, vous avez une activité aussi, qui est de loisir, certes, mais qui est risquée par essence. Donc vous devez accepter une partie du risque». Donc quand bien même la responsabilité de l'administration peut être engagée, parce qu'il y aurait une faute, c'est-à-dire que, par exemple, le tronc d'arbre, il avait rien à faire ici et il était dangereux et l'administration aurait dû l'enlever. Oui, OK, mais si votre préjudice est de 100, par la théorie de l'exception du risque accepté, on va la réduire à 50 ou à 40 ou à 30, parce qu'on va considérer que votre activité par elle-même était risquée. Une fois qu'on a dressé ce tableau, très succinctement, parce que c'est beaucoup plus complexe que ça, vous voyez qu'on va pouvoir agir sur tous les éléments constitutifs du schéma qui vous est présenté. Et ça va être très important, parce que en fonction de la situation dans laquelle on est, on va pouvoir jouer sur tel et tel élément pour dédouaner la responsabilité de l'administration. Alors quand je dis dédouaner la responsabilité de l'administration,
On va dire: «Bah, oui, il est avocat, il veut, lui, que son client ne soit pas condamné». Pas forcément. Ça peut être aussi un travail pour les collectivités en amont de se dire: «Bah, j'agis sur ma faute, j'agis sur mon auteur, j'agis sur ma victime pour éviter que si jamais j'ai un dommage qui vient à être réalisé, que le préjudice existe et donc que je sois mis en cause, le cas échéant». On va passer maintenant sur, une fois qu'on a dressé ce tableau qui est très, très large, sur, vos obligations. Alors j'ai mis pour la collectivité, pour le gestionnaire de la plage en tout cas, de la mise en place, des pouvoirs de police dans le cadre de la gestion effective de votre plage et donc quelque part, si je respecte mes obligations, je ne suis pas mis en cause, ma responsabilité est limitée. Par contre, si je ne les respecte pas ou je ne les respecte pas suffisamment, bah oui, à ce moment-là, je risque d'avoir des difficultés. Alors, heu, moi, encore une fois, là, il y a 2 possibilités de voir cette question. La bonne gestion, la gestion effective de la plage, de l'espace naturel ou de l'entité géographique qu'on gère. Ça, pour moi, c'est plutôt une question de politique publique. Je ne suis pas sur cette question-là, hein, je ne suis pas sur la gestion effective, c'est pas mon débat. C'est, la gestion juridique. Donc vraiment, je me concentre là-dessus. C'est-à-dire que le juridique va vous dire ce que vous avez l'obligation, à mon sens, au minimum de faire, mais vous pouvez toujours faire beaucoup plus. C'est-à-dire que, si vous voulez limiter votre responsabilité au maximum, si plus vous en faites, plus vous limitez et puis après vous avez le minimum qui permettra de vous dédouaner potentiellement de votre responsabilité s'il devait y avoir une difficulté. Alors, quelles sont les obligations pour une collectivité? Bah, les obligations, elles sont relativement simples. J'ai cru comprendre qu'il y avait des élus, quelques élus dans la salle. Si je vous parle de l'article 22-12-2 du code général des collectivités territoriales, heu, vous aurez compris que j'invente pas grand-chose. C'est un texte qui existe depuis, un peu plus d'un siècle, qui est très, très, très appliqué et qui est, très général. Ce sont les pouvoirs de police du maire et qui lui impose d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique, heu, alors, un peu partout, de manière générale, avec des obligations telles que, le nettoiement, alors c'est français, hein, le nettoiement, l'enlèvement des encombrants, le soin de réprimer les dépôts, le déversement, déjection, projection de toute matière ou objet de nature à nuire de quelque manière que ce soit à la sûreté, à la commodité du passage ou à la propreté, le soin de prévenir par des précautions convenables, on met ce qu'on veut on met ce qu'on veut dedans ou de faire cesser, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature. Ces dispositions, de manière générale et absolue, sont complétées par l'article 22-12-3 du Code général des collectivités territoriales, que là, vous devez certainement connaître puisqu'il il nous précise que la police municipale des communes riveraines de la mer s'exerce sur le rivage de la mer jusqu'à la limite des eaux. Donc, la limite des 300 mètres, la bouée des 300. Donc la police municipale s'exerce jusqu'à cette limite-là. Donc si mes pouvoirs de police généraux m'imposent de réaliser un certain nombre, de m'imposent un certain nombre de contraintes sur la gestion de toutes les formes de pollution et la question de la salubrité et de la sécurité, si je l'ai jusqu'à la bouée des 300 mètres, ça veut donc dire que, le maire a l'obligation de le réaliser et on va compléter ça par les dispositions de 541-3 du code de l'environnement, qui nous précise que l'autorité titulaire du pouvoir de police générale, à comprendre L2212-2, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer l'élimination des déchets dont l'abandon, le dépôt ou le traitement présentent des dangers pour la santé ou l'environnement. Alors moi j'aime bien quand on me dit que, des déchets présentent, sont susceptibles de présenter des dangers pour la santé ou l'environnement. Tout déchet présente une forme de danger pour la santé ou l'environnement, quel qu'il soit. Donc, de manière générale, à partir du moment où il y a un déchet sur le domaine public maritime géré par la collectivité, techniquement, vous avez une obligation, collectivité, gestionnaire, de gérer et de prendre les mesures adéquates pour la gestion de ces déchets. Alors maintenant, vous allez me dire, c'est bien beau, mais qu'est-ce qu'un déchet? Parce que, si j'ai bien compris et alors là, moi, je suis juriste, hein, j'ai une fibre environnementale. Certes, je vis au bord de la mer depuis des années et je suis plaisancier, mais tout de même, qu'est-ce qu'un déchet? Est-ce que la laisse de mer est un déchet? Est-ce qu'un rondin de bois est un déchet? Non. Techniquement, non. La notion de déchet est très clairement définie dans le code de l'environnement, alors très clairement défini peut-être pour un juriste, ce j'entends, par les dispositions de l'article 541-1-1 du Code de l'environnement, comme toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble dont le détenteur se défait
ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire. Vous allez me dire: C'est pas super précis». Si, si, ça l'est. C'est-à-dire que tous les éléments qui sont susceptibles d'être naturels ne sont pas des biens meubles. Un morceau de bois qui flotte entre 2 eaux, ce n'est pas un bien meuble parce qu'il n'est pas susceptible d'avoir appartenu à quelqu'un ou susceptible d'être défait par la personne qui l'a construit, géré, mis sur le marché, produit. Donc, à partir de ce moment-là, c'est tout ce qui ne correspond pas à des éléments naturels. Et à partir du moment, alors je le rappelle, c'est au passage, à partir du moment où vous voyez une personne qui laisse des déchets à un endroit, vous avez 2 possibilités de le sanctionner, soit sur les dispositions du code pénal qui sont rappelées, ou soit dans le cadre d'une contravention de grande voirie, puisqu'en matière de gestion du domaine public maritime, toute personne qui porte atteinte au domaine public peut faire l'objet d'une contravention de grande voirie dans un cadre très bien défini, je ne vais pas rentrer dans le débat, mais qui est prévu au Code général de la propriété des personnes publiques. Donc, vous voyez bien qu'une fois qu'on a assimilé cette notion de déchet, on va avoir un peu plus, on a des obligations de pouvoir en matière de pouvoir de police, on a la définition du déchet, et donc on se dit, tiens, je sais un peu où je vais. Maintenant, la jurisprudence est allée encore plus loin, encore un petit peu plus loin, dans son analyse, puisqu'elle va nous imposer, qu'à personnes publiques, de manière générale, pas forcément pour les gestionnaires de plage, mais ça s'applique aux gestionnaires de plage, une véritable obligation de résultat sur les mesures propres à prévenir toute atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement et, et à la gestion des déchets. Ça, c'est une jurisprudence de 2017, assez récente, enfin relativement récente, qui nous indique qu'il résulte de ces dispositions, alors je parle du code de l'environnement en l'occurrence, que l'autorité investie des pouvoirs de police municipale doit prendre les mesures nécessaires pour assurer l'élimination des déchets dont l'abandon, le dépôt, le traitement présentent des dangers pour l'environnement. Donc ça veut dire que votre mission, vos obligations sont très larges et très générales. Et en fait, vous ne pouvez pas trop vous dédouaner de ces obligations-là en matière de gestion des déchets. Et je vais même un petit peu plus loin, puisque la carence fautive dans le cadre de la gestion et de la mise en place d'une stratégie claire et efficace de gestion des déchets est considérée comme une faute simple et est susceptible d'engager la responsabilité d'une collectivité. Ça, c'est une jurisprudence de 2003 qui nous a très clairement indiqué que c'était tout à fait possible. À partir de ce moment-là, si un dommage est créé par un déchet présent sur le domaine public, la jurisprudence, alors admet à deux niveaux, hein, qui s'appliquent sur des plages, hein, j'ai trouvé 2 jurisprudences qui s'appliquent sur des plages, admet que la responsabilité d'une commune peut être, engagée à 2 niveaux. On a la zone de baignade et la zone extérieure à la baignade. Alors, pourquoi on a fait ça? Parce que la zone de baignade doit être un petit peu plus propre que les autres. On va dire étant donné qu'on a une zone qui est surveillée de manière un peu plus poussée, elle doit être encore plus propre que les autres. Pourquoi? Vous avez une jurisprudence alors, qui est de 1993, hein, commune du Pradé, qui nous dit que, en fait, toutes les dispositions doivent être mises en œuvre pour assurer la sécurité des baigneurs pendant la période de surveillance et l'enlèvement des objets décelables susceptibles de blesser les baigneurs. Alors là, en l'occurrence, c'est un baigneur qui s'était blessé au niveau du pied en marchant sur une tige de fer. Mais, bien plus largement, la présence d'un déchet sur la plage peut entraîner la responsabilité d'une collectivité en dehors de cet espace surveillé, de cette zone surveillée. Et là, c'est une jurisprudence Vie du Touquet de 1966, qui est relativement ancienne et qui vous permet de comprendre en fait que c'est pas une nouveauté ce que je suis en train de vous expliquer, ce que je suis en train de vous dire. C'est quelque chose qui est relativement bien connu et assimilé. Et des collectivités ont vu leur responsabilité engagée à partir du moment où des déchets présents sur la plage sont venus créer un préjudice à une personne déterminée. Parce que c'est dans vos obligations et que c'est une faute, et la carence du retrait des déchets entraîne la responsabilité de l'administration. Donc, moi, en tant qu'avocat, je vous dirais, vous avez tout intérêt à réduire au maximum le nombre de déchets présents sur le domaine public. Maintenant, entre, en gros, ça et ça, vous avez une différence, parce que là, on comprend bien, alors une bouteille d'eau en plastique, ça va pas forcément vous blesser, mais est-ce que je dois retirer une laisse de mer ou est-ce que je dois retirer, alors là, des troncs d'arbres, là, c'est sur la côte basque, après une tempête, clairement, la laisse de mer, pour moi, n'est pas susceptible, alors déjà, rentre pas dans la notion de déchet, donc n'est pas susceptible d'entraîner, la mise en cause de la responsabilité d'une collectivité
quand bien même il y aurait des déchets cachés dedans qui seraient susceptibles de causer un préjudice. J'entendais, Florian tout à l'heure, parler de cette question d'une seringue, un bout de verre, un bout de métal qui serait caché dans la laisse de mer. Heu, on va revenir sur la notion que je vous expliquais juste avant au niveau de la victime, qui est la théorie de l'acceptation du risque. À partir du moment où je suis en train de marcher pieds nus dans la laisse de mer sur la plage, quelque part, j'accepte un risque de me blesser. Parce que je peux me blesser sur un bout de bois, un caillou, un quelque chose de contondant qui serait présent dans la laisse de mer, je sais pas, mais qui serait pas forcément un déchet. Et donc, le déchet, oui, il est susceptible de blesser, oui, il y a une obligation de retrait. Maintenant, s'il fait partie de la laisse de mer qui, elle, est laissée parce qu'on est dans une bonne gestion effective du domaine public maritime, la théorie de l'acceptation des risques fera que vous limiterez, vous édulcorez nécessairement la responsabilité de la collectivité. Par contre, si je suis sur la présence euh, de rondins, de troncs d'arbres, comme ceux qui sont présents à l'image, en plus là j'ai pris la côte basque parce que ça a une répercussion très importante, le bois flotté là-bas. Là, c'est susceptible effectivement d'engager la responsabilité de la collectivité d'une manière beaucoup plus importante. Pourquoi? Là, sur la côte basque, vous avez un nombre très important de surfeurs qui se prennent le bois flotté en surfant. À partir de ce moment-là, ça devient un peu plus une source de responsabilité beaucoup plus importante. Là, le bois flotté qui est présent sur la plage, il n'est pas forcément en soi susceptible d'engager la responsabilité des collectivités à partir du moment où on ne va pas y toucher. Mais il peut être dans des situations qui vont entraîner la responsabilité de l'administration. Dans ce cas de figure-là, vous allez me dire, mais je ne peux pas retirer. Alors, petit 1, d'un point de vue environnemental, peut-être qu'il ne faut pas que je le fasse, ça c'est pas mon débat, mais si je suis d'un point de vue juridique, je ne peux pas retirer tout le bois qui est présent sur la plage, c'est pas possible. J'ai 2, 3, 4, 5 kilomètres de plage, j'ai une quantité de bois astronomique, ça serait techniquement impossible. Dans ce cas-là, vos obligations vont être d'informer au préalable les administrés et les personnes qui vont être présents sur la plage pour limiter le risque. Je reviens à ma notion de blocos. Mon blocos, il est par définition, il n'est pas dangereux en soi. Par contre, si je n'informe pas qu'une personne monte dessus et qu'elle se blesse, techniquement, j'en assume l'entière responsabilité parce que je n'ai pas mis en garde au préalable la personne pour éviter la blessure de la victime. Par contre, si je l'ai mis en garde au préalable et qu'elle n'a pas respecté mes obligations, là, dans ce cas-là, je peux rentrer dans la théorie de la faute de la victime qui va participer à la réalisation de son dommage. Si je dis attention de présence d'éléments susceptibles de blesser les personnes sur la plage, tels que du bois flotté, et que pourquoi pas, je délimite des zones dans lesquelles les gens ne vont pas aller, si j'ai des endroits où j'ai une accumulation très importante de bois, et bien dans ce cas-là, vous allez forcément limiter votre responsabilité et voire même la retirer complètement. Je, je, je vais continuer et peut-être que si après vous avez des questions, notez-les et puis on y répondra plus en détail. Maintenant, je vais passer sur ma gestion effective la gestion effective de ma plage. Pour moi, en tout cas, de ce que j'ai pu en discuter avec, depuis pas mal d'années, avec Florian de Rivage de France, vous avez 2 types de nettoyage, des plages qui sont mis en œuvre. Le premier qui va être un nettoyage mécanique des plages et puis un second qui va être un nettoyage manuel. Moi, je suis pas là pour vous dire lequel est le mieux, j'en sais fichtrement rien. Ma seule préoccupation aujourd'hui, c'est de vous expliquer les risques encourus d'un côté comme de l'autre. Lorsque je suis sur un nettoyage mécanique, donc du coup j'ai mon véhicule, ce qu'on appelle un VTM, véhicule terrestre à moteur en l'occurrence pour un tracteur comme celui-ci. Je vais être obligé de distinguer 2 types, enfin 2 situations. La première, c'est lorsque le véhicule n'est pas dans sa fonction opérationnelle, et le second, qui va être lorsque le véhicule est dans sa situation opérationnelle telle que celle-ci. Pourquoi? Parce que lorsque je suis dans cette situation-là, j'ai un tracteur qui va rouler sur une plage, on va avoir application, donc il n'est pas en situation d'opération, il n'est pas dans le cadre de ce qu'on appelle un travail public, mais il est simplement véhicule. Et s'il est véhicule, il est soumis à la loi Badinter. Alors Badinter est connu pour plein de choses, mais pas forcément pour cette loi de 1985. Pourtant, c'est celle qui s'applique le plus, hein, parce que la peine de mort ne s'applique pas forcément pour le commun des mortels, mais la loi 85 de Badinter, elle s'applique énormément à chaque fois que vous montez dans votre véhicule,
Parce que cette loi, elle règle les questions de responsabilité entre les utilisateurs de véhicules terrestres à moteur. Donc à partir du moment où vous avez un accident de circulation, c'est la loi Badinter qui va s'appliquer. Et que nous dit la loi Badinter? Elle nous dit deux choses très importantes pour la collectivité, qui va, dans le cadre de la gestion de sa plage, utiliser un tracteur dans sa fonction non opérationnelle préalablement donc à son utilisation pour le nettoyage. Un, la première, c'est que ce n'est pas le tribunal administratif qui sera compétent, mais les juridictions judiciaires. Alors là, je vous vois dire oui, mais je vois pas le problème, je vois pas le débat. En matière administrative, en matière de juridique, pardon, vous avez deux juridictions, la juridiction administrative qui juge l'administration et la juridiction judiciaire qui juge les rapports entre particuliers. La juridiction administrative, elle est constituée quelque part de magistrats qui sont issus de la fonction publique, qui sont particulièrement sensibles aux deniers publics. Donc, ils vont limiter et édulcorer au maximum les sommes qu'ils vont attribuer aux victimes qui subiraient un préjudice. Les juridictions judiciaires, elles ne sont pas dans cette optique-là. Donc ça veut dire que si demain je saisis une juridiction judiciaire, elle ne va pas regarder si les deniers publics sont bien utilisés. Elle va attribuer le plus d'indemnisation possible à la victime. Et ça, c'est très important parce que les sommes sont beaucoup plus importantes devant les juridictions judiciaires. Ça, c'est le premier aspect qui est purement juridique, mais qui a intérêt à être soulevé. La deuxième, alors c'est les articles 2 et 3, c'est pour mémoire et pour information, mais globalement, la logique veut que les victimes, dans le cadre d'un accident de circulation avec un VTM, soient indemnisées le plus possible et le maximum possible. Et on ne peut pas opposer, un, la force majeure, deux, le fait d'un tiers, par le conducteur ou le gardien du véhicule. Revenez au schéma que je vous montrais tout à l'heure. À partir du moment où on a une faute, si je vous dis, bah oui, mais la victime a participé à la réalisation de sa faute, on édulcore, voire on supprime toute faute, on supprime la responsabilité. Là, avec la loi de Badinter, vous ne pouvez pas le faire. Vous ne pouvez pas le faire parce qu'on va considérer qu'il y a une situation, un rapport déséquilibré entre un VTM et la victime, et donc elles doivent être indemnisées et on ne peut pas opposer de cas de force majeure, de cas fortuit, ou autre chose qui viendrait édulcorer, limiter. Alors, j'en ai trouvé un, mais une seule jurisprudence où on a dit ah oui, là quand même, la victime a peut-être un peu abusé. Alors là, on est sur une faute inexcusable d'un piéton qui traverse brusquement une autoroute en surgissant de la sortie d'un tunnel, franchissant la glissière de sécurité et franchissant le terre-plein. C'est-à-dire qu'il a traversé l'autoroute de part en part à la sortie d'un tunnel. Et là, on a dit ah oui, peut-être que là, quand même, il a peut-être fait une petite faute. Mais hormis ce cas de figure-là, il n'y a pas de faute. Il n'y a pas de faute de la victime. Donc ça veut dire que si je prends mon véhicule, que je l'amène sur une plage, donc je reviens à cette situation-là, si je prends mon véhicule, je l'amène sur une plage, il n'est pas encore en situation opérationnelle, si j'ai un gamin qui traverse et le tracteur va le percuter, je n'ai aucune possibilité, aucune source pour édulcorer ou limiter ma responsabilité. Parce que je serai sur le couvert de la loi Badinter et donc comme un accident de circulation classique. Donc je ne pourrais pas m'édulcorer. Donc vous imaginez que pour moi, d'un point de vue juridique, dans une situation comme celle-ci, je ne peux pas faire grand-chose pour vous et donc j'espère que vous êtes bien assurés. C'est à peu près la seule réponse que je peux vous faire. Une fois qu'il va se mettre en ordre de bataille et donc il va participer à sa fonction opérationnelle, nettoyage, là, en l'occurrence, là, il est bien dans le cadre du travail public. On va sortir de la loi Badinter. Alors, vous allez me dire, c'est un peu bizarre, parce que ça reste toujours un VTM. Oui, mais là, il est vraiment dans sa fonction première. Et lorsqu'on est dans cette situation-là, on va repasser dans la compétence des juridictions administratives, puisqu'on va être sur un travail public. Ce travail public, lorsqu'on est dans cette matière-là, on va avoir trois cas de figure. Soit on est participant au travail public, soit on est usager, soit on est tiers à l'opération. Et en fonction de la catégorie de la victime, je vais pouvoir vous dire, ah bah oui, là, on a la possibilité de limiter, on est sur telle responsabilité, on est sur telle situation. La première, c'est le participant au travail public. Alors, participation au travail public, dans bon nombre de cas de figure, on va être sur l'agent administratif qui participe, qui va être par exemple en train de nettoyer la plage manuellement à côté de la personne qui est sur le tracteur. Et là, c'est assez simple, hein, on est sur un accident de service, indemnisé par la collectivité employeur, etc. Donc c'est pas très compliqué, vous êtes couvert à 100%. L'usager.
Alors, en l'occurrence, l'usager dans ce cas de figure-là, il serait compliqué à déterminer puisqu'un usager doit être un usager d'un ouvrage public sur une plage. Une plage n'est théoriquement pas un ouvrage public, sauf si, il existe un certain nombre d'ouvrages permettant un accueil et cetera du public et dans ce cas de figure-là, la responsabilité, on est sur une responsabilité sans faute, alors c'est pour défaut d'entretien normal, mais en l'occurrence c'est quasi sans faute, de la collectivité qui aurait créé un préjudice à quelqu'un d'autre. Donc c'est très, très compliqué de s'en dédouaner. Maintenant, ce cas de figure-là, je pense qu'il ne se rencontrerait pas, pour vous. En revanche, celui qui me semble plus préoccupant pour vous, c'est celui du tiers à l'opération du travail public. Là, on le voit bien, vous avez un véhicule qui est en fonction puisqu'il est en train de procéder au nettoyage et devant vous avez une personne, alors je ne sais pas si on voit ma souris sur l'écran? Heu, si, on la voit? Ouais? OK, merci. Et donc vous avez une personne ici et une autre ici. Et puis alors là, on a le conducteur du tracteur qui regarde derrière. Donc là, techniquement, c'est l'archétype de l'accident, causé à un tiers. Pourquoi? Vous avez une personne qui va traverser devant, une personne qui regarde derrière. Techniquement, il peut le percuter très facilement si celui-ci est plus concentré sur l'arrière que sur l'avant. Si je suis dans cette situation-là, je suis donc tiers à l'opération de travail public. Tiers à l'opération de travail public parce que techniquement, l'opération de travail public ne me concerne pas directement. Je ne suis pas propriétaire de l'ouvrage, je ne suis pas intéressé par ce qui se réalise, même si à la fin je serais usager du domaine public maritime, puisque c'est moi qui viendrai sur la plage par la suite. Et si je suis dans cette situation-là, bah, techniquement, c'est une responsabilité sans faute. C'est-à-dire que je suis victime, j'ai juste à expliquer que j'ai un préjudice lié à un travail public. Techniquement, le tracteur est venu percuter un enfant qui traversait dedans ou autre. J'ai un préjudice. Il y avait un travail public à ce moment-là. La responsabilité est totale et absolue. Je n'ai pas d'autre mot pour qui soit autre que juridique, mais c'est une responsabilité sans faute, donc c'est une responsabilité totale et absolue. Vous ne pouvez pas vous dédouaner de la responsabilité qui est encourue. Il n'y a aucun moment donné. C'est quasi impossible. Donc ça veut dire que si, si, je, si je résume, dans le cas d'un travail, d'un nettoyage mécanique des plages, votre responsabilité est très, très importante. Est très, très importante. Alors vous allez me dire, lui, il voit le mal partout parce qu'il est avocat et donc il se dit: «Forcément, ça va mal se passer». C'est des cas de figure qui existent, c'est des cas de figure qui se rencontrent et donc dans ce cas de figure-là, bah oui, pour moi, techniquement, je vous déconseille, juridiquement, en termes de responsabilité, de procéder par nettoyage mécanique parce que votre responsabilité est très importante. Vous allez me dire: «Quelle est la différence donc du coup avec un nettoyage qui serait un nettoyage manuel des plages?» Bah, le nettoya l on est toujours dans une situation, identique avec un agent du travail public, un usager potentiel, alors l'usager on l'écarte et un tiers. Sur l'agent vous imaginez bien alors là on voit un monsieur qui monte, alors on est plutôt en Bretagne, qui monte sur des roches. Si c'est un agent, alors il y a peut-être pas grand-chose à faire ici, mais si c'est un agent et qu'il a un accident de service, bah, il sera indemnisé par la collectivité. C'est responsabilité classique. Et si c'est un tiers, admettons que ce soit le monsieur qui soit un peu plus bas là, on va dire: «Mais comment celui qui est en haut pourrait venir blesser celui qui est en bas?» Il pourrait effectivement lui donner je sais pas, un coup de perche ou un coup de mais vous voyez tout de suite que la responsabilité va être un peu plus limitée. On serait toujours sur une responsabilité sans faute, mais une responsabilité sans faute qui serait extrêmement limitée en termes de désordre, de dégâts et de préjudice. Parce qu'au pire, je lui donne un coup de bâton, c'est pas un équivalent, d'un tracteur de 2 tonnes qui vous passe sur le pied. On est quand même sur quelque chose de beaucoup plus faible. Et en plus il y a quelque chose de très important, c'est que pour qu'il lui donne un coup de bâton à ce monsieur, il faudrait encore que ce soit un acte, heu, vraiment un agissement de sa part. Et si je suis sur un agissement de la part d'un agent à l'égard d'un tiers, bah là, je peux être potentiellement sur une faute de l'agent lui-même. Et si je suis sur une faute de l'agent lui-même, eh bah, je peux, dédouaner la responsabilité de la collectivité. C'est parce qu'on appelle ça une faute détachable du service, c'est-à-dire qu'on n'a jamais demandé à un agent d'aller mettre un coup de bâton à un tiers, quand bien même celui-ci l'aurait invectivé, l'aurait peut-être même agressé. C'est pas dans ses prérogatives, c'est pas sa fonction. Et donc, dans ce cadre-là, la collectivité va pouvoir dire: «Mais attendez, votre agent, il a agi en dehors de ses fonctions».
parce que c'est pas ce qu'on lui a demandé. Et si c'est pas ce qu'on lui a demandé, bah, du coup, c'est peut-être que c'est une autre faute. Alors peut-être que c'est une faute pénale, peut-être que c'est une faute civile, peut-être que, voilà, on a des cas de figure assez invraisemblables, hein. Moi, j'ai eu des cas de figure de types, qui étaient complètement ivres et qui ont agressé des tiers et dans ce cas-là, on va dire: «Bah, moi, la collectivité, elle était pas censée, enfin, il n'était pas censé être ivre au travail, donc la faute commise est complètement détachable. Donc je dédouane ma responsabilité». Vous voyez bien qu'en termes de gestion du risque pour un juriste, la responsabilité entre les 2 est complètement différente et bien plus intéressante, bien plus facile à gérer sur des agents en ramassage manuel, en nettoyage manuel, qu'en nettoyage, mécanique. Maintenant, je vais vous parler de la notion, alors c'est ce que Florian a évoqué tout à l'heure sur, l'histoire de cette seringue, et tribunal administratif de Caen, alors qui est un cas un peu particulier, et le cas particulier qu'on appelle le collaborateur occasionnel spontané du service public. Et là, c'est un cas de figure où la responsabilité de la collectivité peut effectivement être engagée. Alors le tribunal administratif de Caen, lui, il avait considéré qu'en fait, il y avait pas l'objet était trop dangereux pour pouvoir être ramassé par la personne elle-même et qu'elle aurait dû en fait le laisser sur place. Mais aujourd'hui, on a le développement, je ne sais pas trop au niveau du parc naturel, mais on a le développement de ce qu'on appelle les bacs à marée. Les bacs à marée est un concept, j'ai absolument rien contre, mais par contre en termes de responsabilité, c'est quelque chose d'assez difficile à appréhender parce que vous allez avoir une personne, un tiers, un usager de la plage, à qui on va dire, si jamais vous voyez des déchets, en gros, la collectivité n'a pas la capacité matérielle et technique de ramasser tous les déchets sur la plage. Vous, vous êtes usager, donc à partir du moment où vous en voyez un, ramenez-le, ça nous aidera dans la gestion de la plage, du domaine public. J'ai rien contre, sauf que dans ce cas de figure-là, on va être dans ce qu'on appelle le collaborateur occasionnel spontané du service public et la responsabilité est sans faute. Théoriquement, elle est sans faute. Pourquoi? Parce que on a un service public, la gestion, alors service public balnéaire existe, hein, c'est une définition qui est dans la jurisprudence et qui est très précise et la gestion effective d'une plage et des déchets sur une plage peut participer au service public balnéaire. Donc on va avoir un service public, une collaboration effective puisque dans le cadre de la mise en place de ces bacs à marée, on va demander aux gens de le faire et puis on va avoir une collaboration effective, heu, avec, la personne qui va aller ramasser quelque chose sur la plage et le ramener à une destination définie. Quand on est dans cette situation-là, il faut faire extrêmement attention quand même et il faut indiquer aux gens que les objets susceptibles d'être dangereux, les déchets, ne doivent pas être ramassés ou en tout cas, et on le rencontre, alors on le rencontre énormément sur l'Atlantique, je ne sais pas sur la Méditerranée il y en a autant, mais on retrouve encore des obus ou des choses des engins explosifs issus de la Seconde Guerre mondiale. Et dans ces cas-là, il y a des gens qui les ramènent quand même. C'est-à-dire qu'ils les prennent dans la main et puis ils font 500-600 mètres sur la plage avec un obus enfin, vous imaginez le risque, et je l'ai vu plusieurs fois. Et dans la gestion des bacs à marée, je travaille avec une personne qui s'en occupe et il m'a dit on récupère régulièrement des obus. Les types les ramènent. Donc, vous imaginez, là, si l'obus explose, collaborateur occasionnel spontané du service public, responsabilité sans faute de toute façon de l'administration et générale et absolue. Donc, cette notion de collaborateur occasionnel du service public doit aussi être intégrée parce qu'à partir du moment où vous faites participer le public, vous engagez quelque part la responsabilité de l'administration de manière générale et absolue. Qu'est-ce que c'est qu'un collaborateur spontané? Est-ce que si la collectivité n'incite pas, n'a pas incité activement les usagers à rapporter les déchets, est-ce qu'ils sont malgré tout des collaborateurs du service public? Est-ce que la notion de collaborateur spontané implique que l'usager enfin, que l'administration n'ait en rien incité les usagers? Non, 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 ça peut, effectivement, c'est une précision importante. Soit il est incité, justement, et là, dans ce cas-là, on peut parler de collaborateur occasionnel et il n'y a pas de problème sur la définition, mais il peut intervenir de lui-même pour participer à. Et là, on sera toujours dans la même notion de collaborateur occasionnel. C'est typiquement l'exemple de, vous avez quelqu'un qui est en train de se noyer dans une rivière, un type passe sur un pont, saute pour aller sauver la personne. Là, on ne lui a pas demandé d'y aller. On ne lui a pas demandé. On pourrait parler de non-assistance à personne en danger, ce qui serait une infraction pénale, pourquoi pas, mais personne ne lui a demandé effectivement de le faire. Au pire, on lui dit appelez les secours. On ne lui demande pas de sauter pour aller sauver la personne. Et là, il est quand même collaborateur occasionnel du service public. Cette notion de collaborateur occasionnel nécessite pas que la collectivité demande de le faire. Donc,
Quand vous avez effectivement, alors là je prends l'exemple des bacs à marée parce que c'est quelque chose qui se développe et qui incite à le faire, mais vous avez effectivement des gens qui vont ramener des filets, qui vont ramener pourquoi pas les obus dont je parlais tout à l'heure, et donc le danger va être le même, mais là en fait vous ne pouvez pas les empêcher de le faire puisqu'ils considèrent être dans cette participation A. Maintenant, si je reviens à la jurisprudence que Florian a évoquée tout à l'heure sur le tribunal administratif de Caen, dans un cas de figure où on est sur un objet, un déchet d'une particulière dangerosité, type mon obus, type une seringue, un bout de verre, là, dans ce cas de figure-là, il peut de lui-même se dire « je ne dois pas intervenir et je dois appeler les secours ». Donc vous allez pouvoir dire « mais attendez, en fait, vous êtes collaborateur occasionnel du service public, très bien, mais là, vous avez participé à la réalisation du dommage en ne prenant pas les mesures de sécurité nécessaires. Donc, en gros, vous avez vous-même commis une faute. » Et donc, je voulais juste aborder, mais alors, je sais que ce n'était pas forcément tout à fait le thème du jour, mais l'organisation d'un événement spécifique par un tiers. Parce que vous avez effectivement la gestion de vos plages où vous participez, vous, collectivité, dans le cadre de la gestion au nettoyage quotidien des plages, mais vous avez aussi des personnes qui vont pouvoir vous dire, associations notamment, moi j'organise un ramassage le 21 juin prochain, tout le monde sur la plage et on ramasse tous les déchets. Euh, Là, c'est pareil, vous avez deux choses à différencier lorsque vous êtes, vous, collectivité. La première, c'est lorsque la personne publique a un pouvoir d'organisation et de contrôle de l'événement. Là, c'est votre responsabilité qui est engagée, puisque c'est vous qui organisez, c'est vous qui contrôlez, donc vous ne pouvez pas vous dédouaner de la responsabilité, quand bien même il y aurait une association qui viendrait apporter des bénévoles pour participer à cet événement. Là, ce sera votre responsabilité. Et là, on tombera sur le collaborateur occasionnel du service public. On tombera sur cette notion-là. Et situation différente, c'est lorsqu'une personne privée organise les opérations. L'association vous dit, moi j'organise le 21 juin une opération de collecte sur la plage. Et donc dans ce cas-là, il y a un transfert de responsabilité dans l'organisation et le contrôle. Et là, alors j'ai mis 1240 du Code civil, mais ce n'est pas forcément très intéressant de le retenir, mais en gros, le transfert de responsabilité, c'est la personne qui va organiser, l'association, personne privée qui va organiser ça. Quand bien même, et la question s'est posée à de nombreuses reprises, quand bien même la collectivité viendrait à fournir du matériel. C'est-à-dire que si, par exemple, on vous dit, moi, je vais collecter des déchets sur la plage, je vais avoir une tonne à la fin, est-ce que la mairie peut mettre à disposition la remorque du tracteur pour qu'on les mette dedans et ensuite vous les gérez, vous, de votre côté? Ça, c'est pas considéré comme un pouvoir d'organisation et de contrôle. Donc ça n'engage pas la responsabilité de la collectivité sur ce fondement-là. Voilà, c'était en une trentaine, 40 minutes à peu près. Ce que je voulais vous dire sur la responsabilité, c'est beaucoup plus complexe encore que ce que j'ai décrit et dépeint. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition si on a un petit peu de temps pour y répondre. Vous avez parlé du préjudice personnel et direct qui doit être celui de la victime. Est-ce que des associations de protection de la nature pourraient invoquer un risque environnemental? Alors, évidemment, j'ai en tête le risque environnemental et la jurisprudence ERICA, mais c'est du civil, évidemment, c'est pas du droit administratif. Mais est-ce que des associations pourraient poursuivre une collectivité territoriale sur la base d'un préjudice environnemental? Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, et ça se verra de plus en plus, je pense, parce que vous avez une mouvance qui est quand même aujourd'hui celle-ci, d'aller saisir des juridictions pour faire condamner les collectivités, alors l'État principalement, hein, voilà, c'est comme globalement ce qui s'est fait. Pendant très longtemps, les juridictions, notamment administratives, hein, je me concentre sur l'administratif, refusaient de condamner les collectivités ou l'État pour des manquements de ce type et pour un préjudice environnemental, hein. Je parle vraiment de ça, pas d'un préjudice physique qui serait causé par un déchet, sur le préjudice environnemental. Et puis vous avez des associations qui ont engagé la responsabilité de l'État, notamment sur le non-respect des obligations carbone. Vous avez certainement entendu parler de la jurisprudence du tribunal administratif de Paris, qui s'appelle le procès du siècle, je crois, de mémoire, qui a été engagé par plusieurs associations de protection de l'environnement. Et là, effectivement, pour la première fois,
le tribunal administratif de Paris est venu dire, bah oui, en fait, le non-respect des accords de Paris, justement, sur les gaz à effet de serre, est un préjudice environnemental indemnisable. Et donc l'État peut être condamné pour le non-respect de ça. Donc si demain, je suis sur une collectivité qui n'assurerait pas, hypothétique et conditionnelle, qui n'assurerait pas la gestion, une bonne gestion des déchets sur le domaine public maritime, et que cela engendrerait des préjudices écologiques divers et variés, c'est tout à fait entendable. Après, il va falloir composer avec les éléments pour réussir à dire qu'il y a réellement une faute, qu'il y a réellement un préjudice. Et le préjudice, bon, il peut être à l'euro symbolique, comme ça se fait de plus en plus, mais il est possible, hein, il est envisageable. Vous avez une jurisprudence là, du tribunal, que je dis pas de bêtises, tribunal correctionnel de Marseille, qui a condamné sur les préjudices environnementaux causés aux herbiers de Posidonie par les mouillages sauvages, qui n'existaient pas il y a quelques... Alors, elle est de 2024, cette jurisprudence. C'est-à-dire qu'avant, on considérait qu'il y avait une amende parce que vous aviez mouillé dans un herbier de Posidonie. Donc, du coup, à partir de ce moment-là, le mouillage n'étant pas autorisé, vous êtes en infraction. Et maintenant, on cumule à cette infraction le préjudice environnemental causé par le mouillage, c'est-à-dire que la dégradation de l'herbier de Posidonie. Et donc, aujourd'hui, c'est le mouvement dans lequel on va s'insérer. Donc, je ne serais pas surpris que demain, des collectivités soient poursuivies pour des défauts d'agissement sur le préjudice environnemental du fait de l'absence de politique publique claire ou d'action efficace. Oui, j'avais une question. Après, c'est un petit peu ce que vous venez de répondre. Est-ce qu'il y a des exemples où la victime était plutôt non humain, de la biodiversité? Est-ce que, par exemple, on peut imaginer que dans le cadre sur une plage, on a une tortue qui se blesse par des déchets? Est-ce que la collectivité peut-elle être poursuivie parce que la victime serait la tortue, en fait, du non-humain? Et alors, peut-être pour prolonger la question, pour les grouper, si c'est de la cribleuse, donc si c'est pas une inaction, mais une action positive de la collectivité qui ravage un nid de tortue, est-ce que la responsabilité peut être recherchée? Et juste pour terminer, du coup, qui pourrait représenter la tortue, ce non-humain? Excusez-moi, je peux coller ma question. J'ai une question qui est à peu près là. Oui. En fait, j'ai une question pareille. Si la cribleuse, dont d'ailleurs c'est prouvé, le ramassage mécanique nuit à nos littoraux en augmentant l'érosion du littoral, est-ce que justement une commune ne peut pas à terme se faire attaquer pour justement utilisation de cribleuses, vu que on va dire ça nuit à l'environnement et à la protection du trait de côte? Alors, c'est deux questions qui me semblent un peu différentes, même si je comprends qu'elles soient un peu dans le même panier. Sur la question on va dire de la tortue, on prend l'exemple de cette tortue. À ce stade, la tortue, c'est très méchant le droit, parce qu'un animal est considéré comme un bien meuble. C'est au même titre que les chaises sur lesquelles vous êtes assise, la tortue a la même qualification juridique. Donc, forcément, elle ne peut pas avoir de préjudice. Parce que la table et la chaise que vous utilisez, elle n'aura jamais de préjudice. Le propriétaire de la table et de la chaise que vous allez détériorer aura un préjudice. Donc, lui, il pourra vous attaquer pour le préjudice que vous avez commis, enfin pour la faute que vous avez commise en dégradant. C'est tout l'intérêt justement de ce pan entier de doctrine et d'action des associations environnementales, de venir donner la personnalité juridique à des entités environnementales. Un fleuve, une rivière, une tortue, pourquoi pas? Parce que l'intérêt, c'est de dire, en fait, ce ne sont pas des biens meubles, ce ne sont pas des biens qui n'existent pas juridiquement. Au contraire, ils ont des droits. Et donc, à partir du moment où vous leur portez atteinte, ils vont pouvoir se défendre. Et ils vont se défendre par l'intermédiaire d'associations de protection de l'environnement à vocation d'intérêt général qui, elles, auraient la capacité de les représenter, etc., qui seraient pas triées sur le volet, mais qui seraient très, très clairement définies. Votre tortue, là, si elle se blesse, alors si on n'en a qu'une déjà, bon, ça va être quasi impossible de prouver que la collectivité a commis une faute,
parce qu'il faudrait une récurrence sur plusieurs années, par exemple que rien ne soit fait et que ce soit une zone de nidification des tortues et qu'elles ne puissent plus le faire et qu'il y ait une détérioration de leur environnement direct, etc. etc. Donc ça prendrait des années. Mais a priori, la tortue, il faut qu'une association de protection de l'environnement ou une association de protection, ou une association, une personne morale, on va dire juridiquement, vienne à se saisir de la situation pour engager la responsabilité de la collectivité sur une défaillance, une carence ou une omission. Mais ce serait possible, ce serait envisageable. Maintenant, très complexe. Hein. Juridiquement, il faudrait un certain nombre de pièces qui permettraient d'établir que l'omission ou la carence est fautive. Ça, c'est le premier point. Sur le deuxième point du monsieur qui était tout en haut, que je ne voyais pas, parce que vous êtes dans l'ombre, hein, je suis désolé sur mon écran, je ne vous voyais pas. Là, on n'est pas tout à fait sur la même chose. Pourquoi? Parce que la gestion du trait de côte, si la question telle que je l'ai compris, c'est donc de savoir si l'utilisation d'une cribleuse entraîne une détérioration du milieu et donc la possibilité, enfin la dégradation de la gestion du maintien du trait de côte et donc un préjudice qui serait autre. Là, on est sur, à mon avis, une autre question qui est celle tout simplement des lois climat et résilience sur lesquelles on vous dit que vous avez un trait de côte, que vous devez anticiper la gestion de ce trait de côte, que vous devez anticiper à 10 ans, 30 ans et 100 ans la modification de ce trait de côte et de vérifier que les zones de protection sont bien assurées, etc. Alors ça, c'est un peu complexe, je suis désolé, c'est pas forcément très compréhensible, mais on peut rebasculer sur la loi GEMAPI, et la loi GEMAPI, elle va vous dire que les ouvrages de défense à la mer sont les ouvrages qui sont construits par l'homme, mais aussi des caractéristiques naturelles telles que des dunes, et donc participer à la protection des dunes fait partie des éléments de défense à la mer, modification du trait de côte. Et donc si je détériore ma dune par l'utilisation d'une méthode, techniquement, oui, ça peut être considéré comme à être à mettre de côté parce que je ne vais pas pouvoir maintenir en bon état la dune. C'est-à-dire qu'en gros, si je laisse du bois et si je n'utilise pas la cribleuse, ma dune va être stabilisée, alors que si je fais l'inverse, si je retire le bois et j'utilise ma cribleuse, du coup, je déstabilise ma dune et donc je détruis un élément de défense à la mer et donc je participe à la modification de mon trait de côte et cette gestion n'est pas effective. Donc ça peut être possible. Après, ça sera un élément dans l'ensemble. Hein. Ça ne sera pas le seul élément qui permettra de dire que la dune n'existe plus et qu'elle ne participe plus à la défense du trait de côte. Pour en revenir à la destruction d'espèces, est-ce que le fait que soient détruites des espèces protégées ou non protégées fait une différence? Dans le cas de la tortue notamment, est-ce que la destruction d'espèces protégées, qui nécessite d'ordinaire une autorisation préfectorale, est-ce qu'on peut détruire une espèce protégée si c'est pour nettoyer la plage? Oui, vous avez raison. Effectivement, en fonction des espèces, les obligations ne vont pas forcément être les mêmes. Et l'amélioration de l'habitat fait partie des obligations qui vont être, dans le cadre des politiques publiques à mettre en œuvre, qui vont être imposées plus durement ou de manière plus importante.